Je suis un raconteur, monsieur Zoliparia. Il ne faut pas l'oublier. Et disant ces mots, je plisse les yeux pour lui faire comprendre que je ne plaisante pas. Ces oiseaux... Bascule, non, tu ne dois pas faire ce genre de choses. Es-tu fou, mon garçon? Ça ne servira qu'à te brouiller la cervelle si tu essayes de te livrer à de telles imprudences. Je me contente de sourire. Je ne sais pas exactement ce que vous savez des raconteurs et de ce qu'ils font. Ma foi, c'est le moment ou jamais de vous le dire si vous ne savez pas. Et ceux qui savent peuvent passer le 5 ou 6 paragraphes qui suivent. Ensuite, l'histoire continue normalement. De base, un raconteur va pêcher dans la crypte pour y récupérer soit un vieux bonhomme, soit une vieille bonne femme, leur poser des questions et répondre à leurs questions. D'un certain point de vue, on peut dire que c'est à demi de l'archéologie et à demi du travail social. Ça, c'est si vous regardez froidement les choses sans prendre en compte ce que les gens appellent l'aspect spirituel. Bien sûr, c'est assez confus et bizarre au fond de la crypte et la plupart des figues, filles et garçons, vous vous souvenez, ont les cheveux qui se dressent sur la tête rien qu'à penser qu'ils vont contacter les morts. Alors, quand il faut les accueillir dans votre tête et discuter avec eux, les 10 morts, c'est pire. Mais nous, les raconteurs, c'est des trucs qu'on fait comme ça, sans y penser, et ça ne nous gêne pas plus que ça. Le tout, c'est d'être prudent. Bien sûr, cela dit, il faut reconnaître qu'il n'y a pas des masses de vieux raconteurs dans les parages, même si c'est surtout causé par ce qu'on appelle l'usure du temps. Ceci étant, le fait est que les raconteurs font usage de leur capacité naturelle pour séjourner dans la crypte, soit pour trouver des choses du passé, soit pour remplir des promesses et des engagements pris par l'ordre qui les emploie. Mon ordre à moi s'appelle les petits grands frères des riches. Et dans cette confrérie, autrefois, on allait chercher les âmes des gens fortunés. Je vous remercie, madame. Mais notre mission, c'est un peu élargie, il faut croire. Parce que maintenant, on ramasse n'importe quel vieux machin pour peu qu'il ait des choses intéressantes à nous dire. Bon, mais ce qu'il faut savoir, en fait, plus on va profond dans la crypte, plus l'ambiance devient confuse et corrosive. De sorte que plus vous êtes mort depuis longtemps, plus vous êtes dissocié de la réalité. Ce qui fait que même si vous voulez conserver une sorte de forme humaine, ça ne vous est plus possible de supporter cette sorte de complexité. Alors, une des choses qui peuvent vous arriver après ça, c'est que vous soyez dirigé vers le règne animal. C'est-à-dire que votre personnalité, dans l'état où elle se retrouve, est transférée dans une panthère, ou un roc, ou un chat, ou un simurgh, ou un requin, ou un aigle, ou je ne sais quoi d'autre. En fait, c'est même une sorte de privilège. Il y a des tas de figues qui pensent qu'il n'y a rien de mieux que de se retrouver dans la peau d'un oiseau ou d'une bête de ce genre. Bien sûr, ces animaux ont encore un lien avec la crypte par les implants, de sorte que leurs cerveaux sont encore accessibles à un raconteur, même si c'est une technique qui n'est pas très orthodoxe, pour ne pas dire franchement dangereuse. Parce que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quand vous êtes un raconteur, c'est faire entrer votre esprit de taille humaine dans un esprit de taille oiseau. Ça demande du doigté, mais ma théorie à moi, c'est que
Comme mes pensées ont toujours une espèce de petite vibration, pour ainsi dire, je suis particulièrement douée pour appréhender plusieurs modes de pensée en même temps, et donc tout à fait capable de me transformer en oiseau pour aller voler dans leur partie de la crypte. Ce qui est, comme vous pouvez vous en douter, ce que je me propose de faire, même si M. Zoliparia, lui, n'est pas très chaud. Bascule, s'il te plaît, dit-il. C'est une réaction disproportionnée. Après tout, ce n'est qu'une fourmi et tu n'es qu'un très jeune raconteur. Assurément, monsieur Zoliparia, je lui dis, je n'en suis qu'au début de ma carrière, je n'ai pas encore ouvert grand mes ailes. Cela dit, je suis un sacré bon raconteur, je vous le jure, un raconteur totalement haut de gamme et je sais très bien que je peux le retrouver, cet oiseau. Et tu en feras quoi? S'écrie M. Zoliparia. Ta fichue fourmi sera sans doute mort. Cet oiseau, il est sûrement en train de la digérer à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu cherches, Bascule? À te faire du mal en découvrant la vérité? S'il l'a mangé, je préfère en être sûr, M. Zoliparia. Mais je pense pas que vous ayez raison. Je me dis que ce gros oiseau l'a peut-être lâché quelque part et qu'il va se souvenir d'où. Ou alors... Bascule, ça ne va pas dans ta tête? Pourquoi ne rentres-tu pas au monastère pour essayer de te calmer et de... Monsieur Zoliparia, je dis posément, c'est gentil à vous de faire de soucis, mais je compte bien faire ce que j'ai dit, quoi que vous en pensiez. Mais merci quand même. Monsieur Zoliparia ne me regarde plus de la même façon maintenant. Je l'ai toujours bien aimé et j'ai toujours eu de l'estime pour lui depuis le temps où il était mon élève. Ils ont commencé à m'en envoyer quand ils se sont rendus compte que même si je parle comme tout le monde, je pense assez bizarrement. Et j'ai tendance à faire ce qu'il me dit. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit que peut-être je ferais un bon raconteur et qui m'a conseillé d'écrire un journal que vous lisez en ce moment. Mais alors, cette fois-ci, je me fiche un peu de ce qu'il pense. Ou plutôt, si, je fais attention à ce qu'il pense, mais j'essaye de me fiche de l'effet que ça a sur moi, de ne pas suivre son conseil, parce que le fait est qu'il faut que je fasse